connais les séries télévisées. J'ai pas la télé, vieux. Salut à toutes, salut à tous, soyez les bienvenus dans la saison des séries, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Junior, très heureux de vous accueillir dans ce 11e épisode du podcast où l'on parle des séries d'hier et d'aujourd'hui. Après avoir ingurgité 10 épisodes de l'indigeste 4e saison de 13 Reasons Why, il lui a fallu pas mal de temps pour s'en remettre, mais elle a finalement accepté de revenir pour mon plus grand plaisir. C'est Alexandra, salut Alex. Salut Junior, comment tu vas ? Bah très bien et toi ? Ça va super. Alors au programme, aujourd'hui la série américaine actuellement diffusée tous les mardis à 21h sur TF1, Big Little Lies, drame psychologique doté d'un casting 5 étoiles. Cette série date de 2017 mais c'est la première fois qu'elle passe en clair. Elle a beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux, même Isabelle Balkany a tweeté dessus, c'est dire. À notre modeste échelle, on va vous donner des clés afin de savoir si oui ou non le visionnage de ce qui est annoncé par la première chaîne d'Europe comme une série événement en vaut vraiment la peine. Des éléments de réponse avec Alex, juste après un extrait de la bande-annonce. Alors on a un cas de légitime défense. Pourquoi mentir ? C'est ça que je comprends pas. On étudie tous les mobiles possibles. La victime était déjà morte quand on est arrivé. C'était pas un accident. J'en ai assez qu'on se laisse marcher sur les pieds par les gens qui se croient moralement supérieurs. Je commençais vraiment à avoir peur qu'il me tue. En fait, je crois qu'elle veut se venger. Je le tuerais si je pouvais. Nous n'avons encore arrêté aucun suspect en particulier. À ta place, je laisserais courir. Ça va faire qu'empirer les choses. Dis-toi que le passé est mort et enterré. Le problème, c'est qu'il est ni mort ni enterré. Madeline, Jane et Céleste, respectivement Reese Witherspoon, Shailene Woodley et Nicole Kidman, sont trois mères de famille qui vivent à Monterey en Californie. Elles se lient d'amitié grâce à leurs enfants, tous élèves dans la même école primaire. Plusieurs mois après la rentrée scolaire, lors d'une soirée de collecte de fonds organisée dans l'école, un meurtre est commis, impliquant plusieurs personnes dont ces trois femmes. Se posent ainsi plusieurs questions, celle de l'identité du mort, celle de l'identité de l'auteur du meurtre, et toutes ces interrogations viennent briser leur vie de prime abord bien rangée pour laisser place à la vraie nature des personnes concernées de près ou de loin par cet homicide, au point d'enfin révéler des secrets devenus au fur et à mesure du temps beaucoup trop lourd à porter. Big Little Lies est une adaptation du livre de Liane Moriarty, également productrice sur cette série. Alors Alexandra, ce cocktail dramatico-féministe t'a-t-il emballé ou franchement ennuyé ? Alors, je dois avouer qu'au début, j'étais sans plus. Je reconnaissais qu'il y avait une jolie photographie, une lumière très intéressante. Le générique, je l'ai trouvé cool aussi, donc ça donnait envie. Et puis, j'avais vu un épisode, je m'étais arrêtée là. Donc, j'ai laissé quelques mois entre le premier épisode et la suite. J'ai quand même eu du mal à me motiver au départ, je dois avouer. Le contenu des épisodes est toujours plus riche. Tu comprends mieux la psychologie des personnages, tu comprends mieux leur passé, Enfin, il y a des fils qui se tissent et oui, au bout du 3e épisode, tu veux plus lâcher. Très bien, oui, ça c'est clair que c'est une série qui demande un peu de patience. C'est une série qu'on peut trouver assez bavarde, en effet, quand on la commence. Il faut lui accorder du temps, il faut s'armer d'un peu de patience, je pense surtout aux téléspectateurs de TF1 qui vont la découvrir. Je précise également d'ailleurs qu'elle est disponible sur OCS, il y a 2 saisons. À la base, ça devait être une mini-série et finalement, il y a eu un succès tel qu'ils ont fait une 2e saison. C'est une série évidemment avec une certaine exigence, une certaine qualité d'écriture et de mise en scène qui n'est pas à la portée de tout le monde. Je dis pas ça de façon hautaine du tout, mais c'est clair que ça peut paraître froid, ça peut paraître clinique au départ, malgré la luminosité et l'éclairage plus global de la série. Mais c'est une série qui devient de plus en plus passionnante. Justement, tu parles d'une mise en scène clinique. C'est exactement
bien fait, c'est pour justement qu'on ait des a priori sur certains personnages. Et ces a priori vont être décousus. Et l'aspect clinique, c'est vraiment pour mettre le public dans en erreur, l'induire en erreur, parce que on a des masques qui vont tomber. Et justement, c'est un jeu de mots, puisqu'ils sont tous déguisés au dernier épisode. Je voulais évidemment commencer par décrire la galaxie de personnages féminins principaux. On va parler d'elle en tant que femme et ensuite en tant que mère, avant de s'intéresser à leur descendance. Il y a du monde, évidemment le trio en tête qui est sur l'affiche de la série. Est-ce que tu peux, Alex, décrire pour les auditeurs qui n'auraient jamais vu Big Little Lies comment on peut évoquer la personnalité du personnage incarné par Reese Witherspoon, Nicole Kidman et Shailene Woodley? Oui, alors Madeline, c'est celle qui est bavarde dès le départ, dès la première scène du premier épisode. On tombe tout de suite dans un stéréotype, la belle blonde qui est très bavarde, qui a l'air superficielle, qui parle beaucoup, qui peut même exagérer, faire des manières. Ensuite, on voit qu'elle accueille Jane, ou plutôt c'est Jane d'abord qui l'aide, puis ensuite on va voir qu'elles deviennent amies. Et donc Jane, elle est quand même plus jeune, elle est quand même d'une catégorie sociale en dessous. Ça se voit dans les vêtements, là où une Madeleine est très bien habillée, les talons hauts, les petites robes à fleurs. Elle fait espèce de bourgeois bohème de la côte ouest des États-Unis. Alors que Jane est en jean, basket, t-shirt, complètement décomplexée. Fait beaucoup plus citadine, oui. Et justement, comme ça démarrait sur Madeleine, on s'attendait à ce qu'elle elle snob Jane. Moi, j'ai vu le truc arriver gros et je me suis dit « Oh non, on va quand même pas tomber dans le cliché de la bourgeoise qui va un peu se moquer, ironiser sur... une autre nana qui est pas fringuée pareil, mais en fait non, c'est pas arrivé. Et il n'y a jamais eu une allusion à ça d'ailleurs. On est vraiment dans l'acceptation de l'autre, de la réelle sympathie, mais vraiment. Oui, c'est le fonctionnement de la communauté, en tout cas ce qu'elle souhaite, elle, Reese Witherspoon dans la série Madeline. Et justement, pour reprendre ton terme de mise en scène clinique, la mise en scène clinique, justement, voulait nous induire en erreur pour qu'on bascule dans cette appréhension de oui, il y en a une qui va vanner l'autre, il va y avoir un rapport de force, un rapport de supériorité, etc., mais qui n'arrive pas. Et il nous reste Céleste. Il nous reste Céleste, oui, qui, pareil, on dirait qu'elle semble parfaite, beaucoup plus calme par rapport à Madeline, plus discrète, et du coup on va se rendre compte plus tard pourquoi. C'est pas pour rien. Donc parfaite femme au foyer, ancienne avocate qui a laissé tomber sa carrière, on va voir plus tard, parce que son mari lui a demandé. Donc beaucoup de sacrifices, et elle va révéler à un moment que ça lui manque, cet aspect de carrière professionnelle qu'elle a abandonné. Et juste... Tiens. Ouais, un côté femme désespérée, oui, ça me rappelle quelque chose. Je t'en prie, continue. Complètement désespérée, oui. Et justement, Madeline, au bout d'un moment, pour vanner donc un autre personnage, mais là qui sort du trio, puisque un personnage rival, Renata. Donc Renata, la parfaite businesswoman, elle est PDG d'une entreprise, elle est méga friquée, sa maison c'est juste waouh, du rêve, une vue magnifique, etc. Et donc Madeline se pose la question de, mais au fait, qui est la mère parfaite ? Est-ce que c'est par exemple Céleste qui a abandonné toute carrière et qui est femme au foyer ? Est-ce que c'est Renata qui joue la Wonder Woman sur tous les terrains avec un agenda de ministre, ou est-ce que c'est moi, enfin plutôt nous, puisqu'elle s'adresse à Jane qui est dans le même cas, elle travaille à temps partiel. Donc ça pose vraiment
c'est la question de c'est quoi une mère parfaite? C'est celle au foyer, c'est celle à temps partiel, c'est la carriériste, c'est celle qui poste sur les réseaux sociaux des photos de ses enfants heureux. Est-ce que c'est celle qui laisse les écrans? Est-ce que c'est celle qui stimule culturellement? Parce qu'on voit que il y a des enfants qui pratiquent la guitare, d'autres le piano. Donc voilà, on se pose la question, mais c'est quoi la mère parfaite? Ou la femme parfaite, puisque Madeleine est jalouse d'un cinquième personnage féminin important, qui est Bonnie, donc Zoé Kravitz. Oui, alors Bonnie, pareil. Ah oui, elle dépeint une autre idée de la perfection féminine et maternelle. Elle est plus côté, oui, bobo accentué. Elle a des tresses. Elle est tressée, à moitié rasée en dessous. Elle est prof de yoga, elle a un jardin somptueux qu'elle cultive elle-même, elle est très calme, elle est très posée. Elle est parfaite, mais elle est tellement parfaite que moi j'ai eu des doutes sur elle à un moment. Et de manière injustifiée finalement, parce que elle est... Enfin, on va voir, on va pas spoiler, mais au dernier épisode, elle en jette quand même. Dans la deuxième partie de la saison, elle prend de plus en plus d'importance. Là où on pensait justement que la série n'était qu'une histoire de trio, finalement, la place que vont revêtir les deux autres femmes, donc Renata, Laura Dern, vue dans Jurassic Park entre autres, et Zoé Kravitz, que vous avez pu voir dans Divergente aussi, vont gagner aussi en importance dans l'expression narrative de la série. On n'en a pas l'impression, mais elles ont vraiment une place fondamentale. Mais et justement, pour revenir à Bonnie, c'est peut-être la seule qui reste zen, qui reste à sa place, qui... elle est ni trop bavarde, ni trop discrète. Elle essaye pas de se mêler des affaires des autres. Et pourtant, parfois, elle est prise entre deux feux. Hein. Son mari, de Nathan, qui est l'ex-mari de Madeleine, qui elle est très bavarde et qui au début on pourrait croire que Madeleine cherche les embrouilles à tout prix, mais c'est même pas tant ça en fait, c'est juste qu'elle est tourmentée avec son propre rôle de femme qu'elle n'assume plus, puisqu'elle voudrait autre chose, mais sur tous les plans, professionnel, certainement sentimental, aussi dans son rôle de mère elle ne se reconnaît plus trop. Donc voilà, c'est vraiment des portraits de femmes qui sont exceptionnelles tout à leur niveau. Want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. We could try to hide it. It's all the same. I've been losing one day at a time. Juste en quelques mots pour nos auditeurs qui n'ont peut-être pas encore commencé sur TF1 Big Little Lies, Madeleine, quel type de mère elle est? Idem pour Céleste, idem pour la troisième personne, Jane, qui est la plus jeune maman des trois. Oui, alors Madeleine, moi le premier truc choquant de cette série, donc que j'ai repéré, sa fille a 6 ans et pourtant sa fille a un téléphone et se comporte comme une ado. C'est vrai qu'ils l'ont fait grandir très vite, ouais. Elle est très mature. Oui, et on voit un décalage, donc c'est Chloé, hein, la fille de Madeleine, qui se comporte comme une ado et qui a 6 ans. Et on voit bien la différence avec le fils de Jane, donc Ziggy, qui a le même âge. Donc elle va le prendre sous son aile, mais Ziggy, à côté, on dirait un bébé.
Mais par contre, au milieu de la série, il va se comporter un peu comme elle. Il va répondre à sa mère, il va un peu se rebeller. Ouais, il y a un mimétisme, ouais. Oui. Et tu te dis, waouh, le pouvoir des enfants déjà, à cet âge-là, au secours. En tout cas, dans la série. Oui. Ensuite, Céleste, l'éducation qu'elle donne à ses enfants a l'air juste exceptionnelle. Hein. Ce sont des jumeaux. Mais par contre, ce qui m'a dérangée, c'est le rôle du père. Elle n'a aucune autorité. Céleste, on le voit à plusieurs reprises. Quand ses enfants sont énervés ou qu'ils chahutent à table, elle leur fait une remarque, une deuxième remarque, et après, elle demande au père d'intervenir. Et ça fait trop années 50, années 60, quoi. Tu vois, l'autorité, c'est le père. Et justement, là, le problème, c'est qu'elle va s'enfermer dans ça. L'autorité, c'est le père. Mais le père a une éducation, propose une éducation trop genrée à ses jumeaux. Il fait sans cesse le dinosaure, il fait sans cesse la brute, il joue à la bagarre, à la fausse fusillade. Enfin, on est toujours dans la violence et de ce qu'il faisait avant le jeu typiquement petit garçon qui va faire un futur homme viril. Sa femme Céleste, interprétée par Nicole Kidman, qui des fois semble agacée, mais qui quand même essaye de se dire « Ah oui, mais c'est un bon père », et on voit que finalement elle sourit. Oui, mais tu sais que ça le fait apparaître justement comme un bon père qui partage des moments avec ses gamins. Tu te souviens de cette scène avec Madeleine qui valide totalement... Mais d'où la fameuse phrase « Mieux vaut être seul que mal accompagné », mais c'est aussi valable dans la parentalité. Parce que si on revient à Ziggy qui lui n'a pas de père, au final, est-ce que il y a vraiment un père qui manquerait dans cette famille-là, dans cette famille monoparentale de Jane ? Moi, je pense pas. Mm-hmm. Et d'ailleurs, Jane, c'est la première à se remettre en question quand son fils est accusé d'harceler une petite à l'école. Tu peux demander pardon à Amabella, tu lui as fait vraiment mal. C'était pas moi. Ziggy, regarde-moi. Je te promets. Enfin, c'est pas la peine de mentir. Dis seulement que tu es désolée. Ziggy ne ment pas. Bon, Amabella dit la vérité. Si mon fils dit que c'est pas lui, Oui, je bien le sûr. crois. Bon, je trouve que ce n'est peut-être pas la meilleure manière de gérer la situation. Donc Oui, ce je que suis vous d'accord, mais propose- maintenant qu'on a commencé, j'apprécierais que cet enfant assume la responsabilité de ses actes. Il doit comprendre qu'il y a des conséquences. Les petits garçons n'ont plus le droit de faire du mal sciemment aux petites filles. Et personne ne veut élever des petites brutes, donc ce n'est pas la peine de faire comme si rien ne s'était passé. Ne t'inquiète pas. Moi, je te crois. Bon, Jane, vous pourriez demander à votre fils de s'excuser, s'il Renata, vous plaît. ne t'en mêle pas. Je peux pas lui demander de s'excuser s'il n'a rien fait. Bien sûr. Bon, Bon, je je crois crois qu'il serait préférable d'organiser une réunion pour régler ce problème plus tard, d'accord ? Ça suffit. C'est inacceptable. Viens, ma chérie. On avait parlé de Little Fires Everywhere dans un précédent épisode dans lequel justement tout part d'un incendie. Ici, dans Big Little Lies, tout part d'une agression, d'un étranglement, celui de la fille de Renata, Laura Dern donc, d'une agression, et c'est ça qui finalement va lier d'amitié nos trois héroïnes. Ça pose évidemment la question, j'ai envie de dire, de la narration, de ce qui a tant fait parler sur les réseaux sociaux et ce avec quoi les téléspectateurs ont eu du mal. Qu'est-ce que tu penses, toi, de la construction générale de la série et de la vitesse de sa narration ? Est-ce que tu as peiné à rentrer dedans ou est-ce que c'est allé quand même pour toi ? Est-ce que tu n'as pas eu tellement de difficultés ? Alors justement, cette fameuse scène où on découvre dans la cour de récré la victimisation de la fille de Renata et puis les accusations portées sur Ziggy, donc le fils de Jane, ça crée un malaise quand même, parce que la maîtresse demande à la victime de montrer du doigt son agresseur. Donc c'est quand même une méthode discutable. Et ça m'a fait penser au film Carnage, donc de Polanski. Alors je m'excuse pour les anti-Polanski et pour toute la polémique qu'il a pu susciter cette année. Mais bon, Carnage est un très bon film. Il est sorti en 2011, je sais pas si tu te souviens, Junior. Oui, très bien, c'était l'adaptation d'une pièce de théâtre. De Yasmina Reza, oui, exactement. Et avec un casting absolument dingue.
Et je pense que cette série, pour certaines scènes, s'inspire clairement de Carnage, du film. Déjà rien que pour la scène par rapport à cette dénonciation de harcèlement scolaire. Et aussi plus tard, dans une scène où ils sont à table et Madeline va se mettre à vomir. Et ça fait exactement la même scène de quand Kate Winslet vomit dans ce huis clos de Carnage, en fait. Tout le monde déménage ici pour les écoles. Pour résumer, c'est le prix d'une école publique, mais qualité privée. Enfin bref, tu vas adorer. Tu surfes? T'as un mari ou... Peut-être que je m'avance un peu trop. Un copain ou une copine? Je suis ouverte à tout. Non, ni mari, ni compagnon, juste moi. Et le père de Ziggy? Enfin, Madeline. Mais quoi? Ça va. J'ai dit? C'est bon. Il y en a pas. Il fait pas partie du tableau, on n'a jamais été ensemble. Ah bon? T'étais où avant? Santa Cruz, j'habitais chez mes parents. Oh, et tu savais qu'elle était comptable à mi-temps? C'est pas génial. Tu sais, au théâtre, quand on est en production, on engage des comptables freelance. Je vais voir si on a un truc pour toi. Waouh, c'est tellement gentil. Merci. C'est mon terrain, on adore étouffer les gens avec la gentillesse. À en mourir. Du coup, la construction visuelle de la série, qui est quand même particulière, tu parlais de l'aspect esthétique, il y a aussi ce découpage si particulier, a priori chronologique, mais pas seulement. Oui, alors parce que justement après cette scène forte qui met un malaise par rapport à cette dénonciation dans la cour de récré, on se dit oula, ça va chauffer, ça part très fort, c'est extrêmement bien joué. Et puis après, le calme plat, ça tourne en rond, ça fait des discussions, des messes basses, des rencontres au café avec vue sur mer. Mais on voit quand même que le temps se dégrade. Il y a la lumière qui change beaucoup. Le premier épisode est très lumineux, on est quand même en Californie. Et puis parfois on voit dans les épisodes suivants qu'il y a de l'orage, qu'il pleut, il fait très moche, on se croirait dans les Hauts-de-France. Spéciale dédicace à la région. Et ça fait très... Oui, à notre très belle région. Et ça fait très symbolique en fait, ça fait même presque romantique, naturaliste. Enfin, il y a les éléments qui se déchaînent. On voit souvent la mer qui se déchaîne. Et ces personnages qui la contemplent, comme s'ils contemplaient eux-mêmes. Et justement, quand c'est trop plat, quand c'est trop calme, le public se perd. Je pense que le spectateur peut vite s'ennuyer, en effet, s'il n'est pas habitué à autant de psychologie dans les personnages. Et oui, et puis comme on en parlait aussi hors antenne, mais il faut accepter qu'on propose des choses émiettées. Ce sont que des petites miettes qu'on laisse comme ça, comme si on traçait un chemin. Et finalement, plus on va ramasser de miettes, plus on va arriver à constituer une espèce de liant et de puzzle pour mieux comprendre pourquoi les personnages tels que Jane, qui est psychologiquement totalement détruite, comprendre pourquoi elle est détruite à ce point-là et pourquoi elle s'installe à Monterrey avec son fils, pourquoi on parle jamais du père. Je trouve que c'est un choix évidemment de mise en scène et de montage, mais je le trouve intelligemment fait. C'est vrai que ça prend du temps avant de devenir de plus en plus clair. C'est extrêmement froid et extrêmement distant, mais je peux vous assurer que ça devient de plus en plus parlant au fur et à mesure qu'on avance dans les épisodes. Et c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Et en plus de devoir composer avec cette lenteur finalement, avec ces très peu d'éléments laissés entre les mains du téléspectateur dans les 2 premiers épisodes notamment, justement, dans le cœur du 2e épisode, il y a un énorme truc qui se passe concernant l'une des 3 héroïnes, parmi les nombreux secrets et mensonges enfouis. De moments intimes, il y en a un particulier concernant Nicole Kidman. Faut pas se mentir, on a des préjugés par rapport aux violences conjugales. On pense que ça concerne uniquement les foyers qui sont les moins favorisés. Et non, en fait, il faut casser cette image justement. Et cette série aide à casser cette image. Donc Nicole Kidman, qui interprète Céleste, est une victime. Et elle se le nie à elle-même. Et le rythme de la série est lent, tout comme il est difficile. Et c'est lent de se sortir d'une situation aussi délicate quand tu as des enfants, quand tu es dans le déni total.
et quand tu es sous l'emprise de ton mari, en fait. Donc tu es en train de nous expliquer que oui, la façon de nous raconter cette histoire, de prendre son temps, c'est pour expliquer à quel point justement le temps qui s'écoule est extrêmement long pour pouvoir sortir de violences conjugales, d'un harcèlement scolaire, d'un harcèlement moral. On voit très bien qu'elle est embarquée dans un engrenage et que ça va être très très compliqué, très lent pour s'en sortir. Tout d'abord parce qu'il y a les enfants, parce que c'est vraiment sa première obsession, c'est les enfants. Ensuite, elle a abandonné sa carrière, donc il va falloir certainement qu'elle se remette en route, professionnellement parlant. Elle a toute sa vie à réorganiser et son mari lui fait croire que toute sa vie, c'est lui et qu'elle n'est rien sans lui. Au point d'avoir dû abandonner son travail, hein. Elle était avocate. Elle doit lui rendre compte du moindre rendez-vous, de la moindre sortie scolaire, du moindre café qu'elle pourrait aller prendre avec Madeleine et Jane. Enfin, il veut absolument tout savoir. Et ça, on le voit vraiment au fur et à mesure vers l'épisode 3-4. On se dit, mais ce mec, il est un peu sociopathe, c'est un pervers narcissique, certainement. Il veut vraiment être au cœur de son attention à elle. Il a une véritable emprise, oui. Et c'est là que tu te dis, ça va être compliqué pour elle de s'en sortir. T'as déjà pensé à voir un conseiller conjugal? Voir un conseiller conjugal? Mais tous les couples se disputent. Perry et toi, vous vous disputez jamais? Ça arrive. Occasionnellement. Et ensuite, vous courez chez le conseiller? La plupart du temps, ça se termine sur l'oreiller. Vraiment? Oui. Ça commence dans la colère, mais c'est compliqué. Il m'arrive de penser qu'il aime se disputer parce que ça mène au sexe. Quelque part, je dois aimer ça aussi. Mais ça arrive tous les combien? Ça arrive de temps en temps. Ce que tu me racontes, ça a l'air un peu tordu. Mais très excitant à la fois. C'est difficile de parler d'autres secrets sans spoiler. On va pas le faire du côté de Jane, on vous laissera découvrir sa story à elle. Mais côté Madeleine aussi, bien sûr, on dissimule certaines choses. Elle, vraiment, qui est... Si vous avez regardé Little Fires Everywhere avant Big Little Lies, Reese Witherspoon joue à peu près le même rôle. Vraiment, c'est très très proche. C'est les deux mêmes mamans, avec la même énergie, le même côté emmerdeuse, pour dire les choses clairement. Elle se laisse pas faire, se laisse pas marcher sur les pieds, et elle déteste l'injustice. Mais justement, elle aussi, je trouve qu'elle synthétise bien différentes thématiques abordées par la série. Déjà, bien sûr, le poids des secrets, mais aussi le fait que sa vie n'est pas aussi clinquante qu'on le pense. Elle a dissimulé pas mal de choses, elle aussi. Oui, bon, elle a eu une liaison extra-conjugale. Mais au final, est-ce que c'est pas elle la plus honnête? Moi, je me suis vraiment posé la question. Parce que elle a envie de faire quelque chose, elle le fait. Même si elle le dissimule, elle va quand même au bout de ses envies. Donc ça, on peut quand même noter que c'est quand même courageux. Et puis, c'est peut-être celle qui se voile le moins la face, bizarrement. Alors que c'est peut-être un des personnages qui semble, et je dis bien qui semble, le plus superficiel. Et on le voit au dernier épisode. Est-ce que tu te souviens de son costume? Elle est pieds nus, elle est en chemise, enfin elle est en tenue de celle qui va s'endormir, avec le cache-œil en guise de bandeau. Enfin, elle n'est pas habillée. En réalité, elle n'est pas habillée, elle est même déshabillée. Mais elle est déshabillée psychologiquement et physiquement. Quand tu vois son attitude, cette liberté-là qu'elle prend, c'est quand même pas un personnage qui est facile à appréhender, hein. Elle peut apparaître comme une véritable casse-pied, d'autant plus qu'elle est dans une rage permanente, une rage contre son ex-mari qui a su refaire sa vie avec une bombe atomique, une rage parce qu'elle n'arrive pas à finalement rester proche de sa fille de 16 ans. Enfin, c'est pas un personnage qui est facile à appréhender en plus. Oui, hein. mais justement, parce qu'on pensait qu'elle en faisait des caisses par rapport à sa fille ado,
Mais lorsque sa fille ado part vivre chez son père, là c'est le père qui se retrouve avec des emmerdes, et bizarrement là on se dit pas bah lui il en fait 3 tonnes. Et au final, on va bien se rendre compte que le problème c'était pas forcément la manière qu'utilise Madeleine pour faire face aux problèmes d'ado de sa fille. C'est juste qu'une ado ou un ado, c'est compliqué à gérer. Qu'on soit un père, une mère, qu'on soit en famille recomposée ou pas. Et la place des hommes dans tout ça, où sont les hommes? Est-ce que vraiment ils ont une place importante également, ou est-ce qu'ils font petit à côté? Ah non, ils font vraiment petit, ils sont relayés au second plan, voire au dernier plan. On a Perry, le mari de Nicole Kidman par exemple. Oui, bon alors lui, il est pas décrit comme un personnage très sympathique, malgré sa classe, sa beauté, l'aspect parfait. Oui, je suis un homme d'affaires, je voyage, je prends l'avion tous les jours. Enfin, il est pas... Ouais, je pense qu'on veut déjà montrer que oui, il est peut-être père, il est peut-être mari, il est pas le pire. Mais on va surtout se rendre compte qu'il est certainement loin d'être le meilleur et que c'est même une ordure. Dans le même genre, mais moins diabolique, on a Gordon, le mari de Renata, qui a l'air, toujours très chic, des fois un peu clinquant. Il a un look un peu bizarre parfois, enfin, ça me faisait sourire. Enfin... Et oui, on est dans l'illusion, on est dans je veux montrer que je suis... Enfin, ma famille est géniale, je suis un père génial, je suis un homme génial, ma femme est sublime. De Golden Boy, mais avec la crise de la quarantaine, quoi. Et puis, il nous reste Ted, si je dis pas de bêtises, Ed, le Adam Scott, que je trouve assez intéressant, parce que c'est une espèce de médiateur permanent entre Reese Witherspoon, Madeleine, et son ex-mari, en fait. Mais il a l'air vraiment d'être l'homme parfait, là, pour le coup. Je sais pas si on peut lui attribuer des défauts à cet homme, parce qu'il est à l'écoute. Même avec une femme bavarde, il est très très à l'écoute. Il est plutôt zen. Bon, il a l'air d'être en freelance, il travaille de chez lui. Il est de nature calme. Il impose pas. Peut-être qu'on pourrait même lui accuser de manquer de charisme, mais est-ce que finalement on est obligé d'avoir du charisme quand on est un homme? Bah non. Il est loin du mâle dominant en fait. Et ça le rend vraiment très très sympathique. Oui, parce qu'on sent qu'il aime beaucoup plus sa femme que sa femme ne l'aime en fait. Et il lui dit. Hein. Oui, ça met un peu de tendresse justement dans notre vision du personnage. Et on a oublié Nathan. Donc l'ex-mari de Madeleine, ouais. Même si on imagine qu'il n'a pas été génial, parce qu'on sait bien qu'il a été à l'origine du divorce. Et pourtant, il a l'air d'être un mari génial avec Bonnie. Tu vois ? Ouais. Donc on a quand même du mal à le blâmer. Ouais. Parce qu'en tant que père, il a l'air quand même vachement présent, que ce soit avec son ado qu'avec sa nouvelle fille. C'est pas le personnage qui m'intéressait très sincèrement le plus, parce qu'il est toujours dans une espèce d'entre-deux, ouais, il doit batailler avec sa femme, avec laquelle il ne s'entend plus, c'est volcanique entre eux, et il fait tampon avec sa nouvelle femme, quoi. Donc c'est assez particulier, mais j'avais plus d'affection pour Ed plutôt que pour lui, qui finalement n'a pas l'air d'être foncièrement mauvais. Il a été mauvais quand adolescent, il n'avait pas su gérer la première grossesse de Madeleine, mais il a complètement changé et évolué et a travaillé à s'améliorer sans cesse au contact de Bonnie. Donc justement, il s'est bonifié auprès d'elle, pour faire un jeu de mots, et je trouve que ça lui va plutôt bien. Il est intéressant, mais voilà, sans plus. Vous êtes bien sur Radio Monterey. Merci d'être avec nous. Parfois, quand j'arrive dans un nouvel endroit, je ressens quelque chose d'étrange. Je me dis que j'aimerais bien y être. Mais tu y es déjà? Je sais. C'est comme si je voyais les choses de l'extérieur. Comme si j'avais cette vie merveilleuse juste sous les yeux, mais que j'en faisais pas vraiment partie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tu comprends ce qu'elle dit? Oui.
Et puis je vous regarde et je vous trouve tellement magnifique. Non, c'est vrai. Ça suffit. Je dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise. Non. Vraiment, c'est la vérité. Vous êtes toutes les deux tellement belles que... Je suis d'accord. Vous êtes parfaites. Vous êtes à votre place. Et par comparaison, j'ai l'impression que je suis pas là où je devrais être. Je sais que j'ai l'air complètement folle. Mais non, t'es pas folle du tout, même si j'ai rien compris. Merci. Et puis si tu l'étais, tu te fondrais dans la masse ici. Pas vrai, toi? Une question concrète pour nos auditeurs. À partir de quand tu as trouvé la série intéressante? À partir de quel épisode? Peut-être de fin du 2e, 3e. Ça prend quand même un peu de temps. Donc il y aura une deuxième soirée mardi prochain. Vraiment, accrochez-vous parce que ça devient justement de plus en plus haletant, de plus en plus intéressant. Et on dépasse tous ces sentiments de jalousie, parce que la méchante dans l'histoire, par exemple, c'est Renata, hein, clairement. C'est le némésis de Madeleine, c'est son antithèse, elles peuvent pas se blairer les deux. Mais ça ne va pas rester évidemment aussi figé qu'on le pense dans cette relation-là et concernant d'autres. C'est quand la psychologie des personnages devient complexe qu'on rentre dans l'histoire, vraiment. Parce que finalement, la lenteur, elle est beaucoup plus tolérée quand toi, tu te poses des questions et qu'on analyse les flashbacks, les retours dans le passé de Jane, les flashs de Céleste, donc Nicole Kidman, par rapport à ce qu'elle vit, parce qu'au début, elle n'en a pas beaucoup et elle en a de plus en plus. Et ces flashs, qui sont quand même d'une violence particulière, reflètent bien l'état d'esprit dans lequel elle se trouve. Pour synthétiser, plus on avance, plus tout ce qui vous a paru plat en fait en début de saison s'intensifie, s'épaissit, grandit, s'explique. C'est ça la force de Big Little Lies. Elle gagne en intensité et en rebondissement. Et c'est pour ça que cette série est un peu exigeante. On n'est pas dans la consommation, on nous donne des clés et c'est à nous quand même d'essayer d'ouvrir des portes, et quand ça marche pas, on doit se poser d'autres questions et essayer vraiment de tricoter cette histoire dans le bon ordre. Et vous verrez, il y a d'autres choses qui vont émerger, une forme de solidarité, de sororité, ce que vous voulez. Mais vous verrez, c'est vraiment... faut lui donner du temps à cette série, elle vaut vraiment la peine d'être vue, d'autant plus dans sa deuxième partie, entre l'épisode 4 et 7. Toute la série est rythmée par une bande-son que je trouve super intéressante. Je sais pas si des séries des séries. Je ne sais pas si des chansons t'ont marqué, Alex, mais moi il y en a une mélodie au piano récurrente tout au long de la saison que je trouve magnifique, d'Agnès Obel, et qui vraiment fait dresser les poils, comme on dit. Oui, et puis il y a aussi du Janis Joplin dans un des génériques de fin. Mais pas que, je crois qu'elle revient au moins 2 fois. Ainsi, on a une série, je pense, je ne veux pas dire de bêtises, mais je pense que c'est l'une des premières fois que TF1 prend le risque de diffuser une série HBO. Donc je rappelle, HBO est une chaîne équivalente à Canal+, une chaîne à péage pour un public assez aisé. Ici on dit, comment on dit déjà ? Cadre sup, quelque chose comme ça. On dit CSP+, voilà, en France. Voilà, aussi Bobo qui aime Canal+, ça marche aussi. Mais voilà, c'est vraiment pour une catégorie de personnes assez... un public avisé, averti. Bien sûr, il y a eu le gros hit Game of Thrones, qui est passé par cette chaîne-là, GOT. Mais voilà, c'est quand même un public qui est habitué aux séries.
C'est couillu de la part de TF1 d'avoir choisi de faire ça. 3 700 000 téléspectateurs, c'est arrivé deuxième derrière France 3 et la stagiaire de Michel Bernier. Michel Bernier sur France 3, ça fait quand même 5 ans qu'elle est stagiaire. Je dis ça, je dis rien, ça fait 5 saisons. Mais tout ça pour vous dire que quand on lit les réactions, c'est assez drôle. Il y a des gens qui ont vraiment détesté et lâché au bout de 20 minutes. Une certaine, comme je l'ai dit en intro, Isabelle Balkany. Tu vois, aujourd'hui, c'est la journée des gens qui ont des casseroles au cul. Hein. Après Polanski, maintenant c'est elle. Quelle série bavarde et phraseuse. Voilà ce qu'elle a tweeté pendant Big Little Lies. C'est quand même surréaliste. Il y a beaucoup de gens qui ont tweeté, je trouve qu'ils synthétisent bien celui-là, 10 minutes et déjà je n'en peux plus. Et que ça papote, et que ça jacasse. Voilà. Donc il faut lui accorder du temps, et ça, les téléspectateurs moyens de TF1 qui sont habitués à Grey's Anatomy, qui sont habitués à Resident, à Doctor House, à Mentalist, toutes ces séries formatées, dès qu'on leur met un objet qui l'est beaucoup moins, ils sont déroutés, et ils s'ennuient vite. Faut essayer parfois d'accepter la contrainte, en fait, et de se dire, et d'être curieux finalement, ou jusqu'à où ils veulent nous emmener. Oui, justement, TF1 a joué à fond sur des films et des séries qui jouent sur les stéréotypes à mort, et ça sort jamais de ça. Justement, on a une série qui part sur des stéréotypes, alors oui, en effet, ça bavarde, ça jacasse, etc. Mais ça, c'est vraiment pour nous faire croire que c'est qu'une histoire de bonne femme. Mais non, c'est vraiment pas ça, puisqu'au final, c'est une série féministe, on peut le dire. Exactement, donc tout émane du cerveau de Liane Moriarty, auteur des livres, et qui d'ailleurs a travaillé sur la série. Elle s'est impliquée sur l'écriture et la retranscription en sérielle de 7 épisodes donc, qui sont diffusés actuellement sur TF1, qui sont déjà en intégralité sur la plateforme OCS Go. Et il y a une saison 2 aussi qui a été diffusée l'an dernier. Faut souligner quand même que Big Little Lies n'est pas une série événement pour rien. Elle a raflé tout un tas de prix. Meilleure actrice dans une mini-série pour Nicole Kidman. Meilleur acteur dans un second rôle pour Alexander Skarsgård, donc celui qui joue Perry. Pas de prix pour Reese Witherspoon, elle a pas de chance. Parce que c'est elle qui est l'un des cerveaux, mais elle obtient rien, la pauvre. Donc voilà, mais il y a encore d'autres nominations, pas plus tard que cette année, suite au second rôle, meilleure actrice dans un second rôle pour Meryl Streep et Laura Dern, nommée au prochain Emmy Awards. D'ailleurs, c'est dans cette continuité, dans cette mouvance que s'inscrit ce podcast, puisque je vous l'ai dit, depuis le podcast précédent Dead to Me, on vous parle des séries qui ont des nominations aux Emmy Awards. Bah écoute, j'ai été très contente que tu insistes pour que je me remette à cette série. Ça valait vraiment le coup. Bon c'est l'essentiel. Et vous aussi, accrochez-vous. Voilà, la série est actuellement diffusée donc sur TF1 tous les mardis soirs à 21h. La saison des séries, c'est déjà fini. Merci Alexandra d'avoir été avec moi pour ce 11e épisode. Merci à toi Junior. Pour écouter ou réécouter la saison des séries, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes streaming préférées. Sur Apple Podcast, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire et une note jusqu'à 5 étoiles, cela fera grandir un peu plus notre podcast. N'oubliez pas de liker notre page Facebook et de nous suivre sur Twitter et Instagram, la saison des séries. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, je vous souhaite plein de bons épisodes et je vous dis à très bientôt. Ciao.